suis content de vous voir tous en chair et en os plutôt que... et donc, je suis en charge du... je viens de Washington DC, et je pense que nous avons publié un rapport, une collaboration avec l'université de Trent et d'autres aux États-Unis, et ce qu'on appelle l'accès en tant que service. Donc, pensez au marketing, les données privées, les plateformes comme service. Et nous, on voulait capturer la tendance sur des 10 dernières années des entreprises qui vendaient des outils de hacking en tant que service. Plutôt qu'on vous les vende, on vous envoyait un produit qui est mis à jour tous les jours, les formations et du service pour le profit. Donc c'est un fournisseur russe, et parler du marché et son des implications pour la communauté. Donc je pense qu'on n'aura pas plus de temps que ça, donc je vais m'arrêter ici. Donc bonjour, je suis Ojeri et j'ai un PhD en droit international. Je suis chercheuse à Géode, qui est un centre de recherche de géopolitique à l'Université de Paris 8. Et je travaille principalement sur les problématiques de cyberdiplomatie. Ce que je dirais, mon travail est pertinent parce que j'ai fait une thèse sur le droit international et la prolifération des armes cyber. Alors, je suis Frank Bredek et je suis donc bénévole pour l'Institut sur la vulnérabilité en Hollande, et donc dans une session bénévole sur les systèmes vulnérables sur Internet pour rendre l'Internet plus sûr, et pour que ceux qui peuvent y faire quelque chose soient vraiment employés. Et nous sommes connus pour travailler avec Cassia sur les vulnérabilités qu'on trouve dans leurs logiciels qui ont été exploités par des gens qui, alors qu'on était en train de convaincre des gens qu'il devait y avoir un patch. Donc je pense que c'est pour ça que je suis ici. Et peut-être que je vais passer la parole en ligne. Alors, je ne sais pas si tu nous entends. Donc, Lior, si tu veux parler. Donc, je travaille sur l'Université de Tel Aviv et depuis 10 ans. Donc, avec un bagage académique, et en particulier, j'ai travaillé sur le rôle du secteur public et privé dans la cybersécurité. Il y a eu un rapport de l'Institut stratégique sur la puissance cyber, et il y a une catégorie de cyberattaques qui est la même que notre perspective de recherche, et c'est pour ça que j'ai travaillé et j'en ai appris davantage sur le marché et les demandes des clients. Et voilà, je pense que c'est pour ça que je suis pertinent pour ce sujet. Donc j'ai remarqué que on ne veut pas mettre cyber surtout. Et en fait, les armes cyber, c'est pas vraiment quelque chose qui est utilisé. Et pour en parler, j'aimerais donner la parole à Aude. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas beaucoup, c'est ça? Oui, c'est dans le titre de ma thèse de doctorat, mais je pense que c'est un mot horrible, on est tous d'accord. C'est également difficile parce que quand on regarde, c'est plus qu'une étiquette plutôt qu'un produit, parce qu'on peut le définir avec des critères très stricts, et quand on ne peut pas définir un objet avec des objectifs et des critères,
on ne peut pas le réguler. Donc on parle de choses très très différentes, de malware. Et l'autre problème, c'est qu'il y a une intention. Et quand on travaille sur le droit international, quand on travaille sur des affaires réglementaires, commencer quelque chose qu'on veut réguler avec une intention, ça ne fonctionne pas. Donc je n'aime pas le terme de cyberarme. Je n'aime pas, j'aime pas le terme de malware d'un point de vue réglementaire. Donc chaque fois que c'est possible, on doit essayer d'utiliser le terme précis de ce dont on parle et éviter d'utiliser le terme de cyberarme. Trey, désolé, j'arrête pas de vous appeler Taylor, mais Trey, vous utilisez les capacités offensives et comment est-ce que vous faites la différence avec les cyberarmes? Non, je pense que c'est intéressant. Le terme de cyberarme parle beaucoup. Ça nous rappelle une violence sur les objets connectés sur les derniers millénaires. Le défi ici, c'est qu'il y a beaucoup de jugements de valeur pour créer de la destruction. Et l'une des défenses principales, et on va parler beaucoup des différents fournisseurs contre leurs services et en termes d'attaque, c'est qu'en fait, c'est l'utilisation de la technologie des services qu'ils fournissent. Donc, dès le début, on parle d'armes digitales ou numériques. On parle de capacité dans notre rapport parce que c'est pas parce que c'est un bon terme qui est sexy, mais parce que c'est une description des outils et des services qui sont vendus, qui sont offensifs, qui sont en dehors du réseau, qui sont basés sur des systèmes digitaux. Donc, leurs capacités sont en fait liées à la linguistique conventionnelle. Ce que je dirais, c'est que cette réunion est intéressante pour définir et comprendre la dynamique des différents outils, des populations qui sont utilisées. On a la possibilité de discuter tout ça sans avoir à se mettre sur une définition légale sur ça. Et l'une des raisons de ce débat, c'est que appliquer des politiques qui ont besoin de cette définition légale n'ont pas réussi pour contrôler le comportement de ces technologies et de ces entreprises. Donc, des termes qui sont un peu plus ambigus ou un peu plus tolérants, je pense que ce serait le mieux. Intéressant d'ailleurs que la vulnérabilité, quand elles sont utilisées pour des intentions malveillantes, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et peut-être que je vais passer la parole à Franck. Apparemment, il y aurait une course entre les chercheurs et les méchants, on va dire, pour utiliser la vulnérabilité. Et comment est-ce que vous êtes dépassé ou comment ça se passe? Alors, en fait, c'est une course avec une ligne d'arrivée qui n'arrête pas d'être repoussée. Donc, on en parlait d'ailleurs à Casea et on a l'impression qu'on est sur un marathon et on a des gens qui nous doublent 500 mètres avant l'arrivée. Et on a un but très clair. C'est vous savez, une attaque, on sait qu'on va perdre à la fin, mais quand on a une attaque comme ça, en fait, à l'époque, l'idée de gagner la course était on trouvait quelque chose, on faisait un rapport et ensuite il fallait faire un patch. Et à ce moment, on parle d'une vulnérabilité d'un jour, mais ensuite l'Internet doit rattraper. Donc cette ligne d'arrivée n'arrête pas d'être repoussée et on doit tous faire quelque chose si on veut gagner cette course et pas uniquement les chercheurs. Et vous me disiez également que pour les jeunes hackers, l'équilibre de le révéler de façon éthique
et la tentation de vendre ça, c'est très difficile, la frontière. Oui, personnellement, c'est pas difficile. J'ai une éthique, j'ai un bon travail qui paye mes factures. La différence de prix entre la vulnérabilité est incroyable. Si on regarde quelque chose comme la vulnérabilité, comme la possibilité pour une exploitation en masse de beaucoup de cibles peut être utilisée de façon sélective pour aller dans une organisation spécifique pour en retirer le plus possible. Si on le signale aux fournisseurs, on va avoir une bonne réaction, une certaine réaction et ce sentiment qu'on a fait le bien. Mais si on en parle à l'initiative 0 jour, vous avez une petite récompense. Si on le vend à une entreprise qui vend des outils offensifs pour les gouvernements, c'est ça le terme, vous avez encore une plus grosse récompense. Et si on parle du dark web, on parle d'une récompense de 20 à 30 bitcoins. Donc ça veut dire qu'il y a une tentation pour les gens qui sont plus flexibles de point de vue moral d'aller vers la solution qui leur rapporte le plus. Et avec cette différence de paiement et de récompense, on peut comprendre que certaines personnes vont tomber pour ça, même si je ne suis pas d'accord. Donc, je suis d'accord avec ici ce que Franck. C'est vraiment intéressant que Franck soit là, puisque là, des fois, la vulnérabilité en tant que défaut d'un logiciel est une discussion, mais la possibilité d'avoir accès à des systèmes une fois, rarement l'outil dont on parle, c'est la possibilité de le faire de nouveau et le vendre, et pour que des utilisateurs non techniques peuvent accéder à ça, c'est ça la valeur ajoutée de ces entreprises. Donc je voudrais faire la distinction parce que, comme j'en ai parlé, on parle de malware, donc il y a plein de choses qui, c'est pas juste un défaut dans le logiciel, c'est vraiment, c'est pas forcément malveillant intrinsèquement. Les entreprises qu'on crée ont été créées par un hacker, Steve Wozniak, qui reconfigurait des ordinateurs pour faire d'autres choses. La découverte d'une vulnérabilité, c'est pas un acte malveillant au départ. C'est ces communautés, ces étudiants, mais souvent, ont des problèmes légaux pour leur activité. Donc j'aimerais dire que le fait de chercher des défauts, c'est pas forcément malveillant, c'est un défi et il faut bien faire la différence entre ces deux choses. Moi, je voudrais insister sur le fait que le cadre juridique doit changer pour protéger tous les chercheurs, parce que dans beaucoup d'États, on peut exposer les vulnérabilités dans certains contextes et on ne va pas être légalement poursuivi pour ça. Mais par exemple, quand pour un produit, un vendeur de produits peut vous poursuivre pour avoir fait ce que vous avez fait pour révéler la vulnérabilité. Donc c'est vraiment important de changer le cadre juridique et s'assurer que, quel que soit le pays, les chercheurs sont protégés. Et avec l'Institut pour la révélation des vulnérabilités en Hollande et la fondation hollandaise, le fait qu'on ait une fondation hollandaise en Hollande, c'est très important parce que le système légal en Hollande est pour les gens qui vont au-delà de la criminalité pour les bonnes raisons, pour faire de la recherche, pour essayer de prévenir les gens qu'il y a des failles de sécurité, tant qu'on reste dans les règles de notre fondation. Mais oui, si certains de nos chercheurs, si on avait été au Royaume-Uni ou aux États-Unis, ça aurait été des recherches beaucoup plus difficiles à faire, puisque bien souvent, pour prouver qu'un système est vulnérable, il faut trouver la faille, déclencher la faille, et si on regarde la définition de la loi, on est déjà en train d'entrer dans un système informatique de façon illégale. Donc si on dit
C'est uniquement c'est vulnérable et on signale cela, on a déjà commis un crime, donc qui est potentiellement punissable, mais c'est l'équivalent de voir, je vois les clés de mon voisin, j'entre avec les clés et je dis, hey, voisin, est-ce que tu es là? Je referme la porte et je remets les clés dans la boîte aux lettres. Personne ne va me poursuivre pour ça. Mais si je fais ça sur un système informatique, j'ai une responsabilité juridique et ça, c'est le monde dans lequel on est. Lior, vous m'expliquiez qu'en Israël, il y avait des outils offensifs qui étaient différents, notamment en ce qui concerne la NSO. Vous aviez fait une comparaison intéressante avec les armes réelles et la manière dont les armes de précision ont des avantages aux, euh, par rapport aux autres armes. Donc, est-ce que vous pourriez développer? Oui, oui, merci. Alors, ce qu'il faut dire pour commencer, c'est qu'il y a de nombreux débats en ce qui concerne les capacités offensives de manière générale. Et en ce qui concerne l'aspect juridique et les motivations personnelles, nous nous focalisons surtout sur l'analyse de ce que l'on appelle tout l'écosystème de cybersécurité dans les organisations et les communautés qui adaptent, créent, développent des capacités, la manière dont ces organismes le font, etc. En ce qui concerne l'étude de la cyberguerre, nous avons vu que ces 50 dernières années, notamment depuis les années 90, les demandes en technologie informatique ont permis de nouvelles méthodes d'opération, des méthodes qui demandaient beaucoup de plateformes d'armes auparavant. Et aujourd'hui, ces méthodes peuvent être l'objet de cibles et réduire le coût. Par exemple, il y a certaines plateformes qui il y a les technologies de cryptage, le darknet, et dans cet environnement, les agences d'application des lois ont la permission d'agir ou d'opérer un contrôle mais il y a encore du travail dans ce domaine. Donc ces organismes doivent interroger plus de personnes. Et bien sûr, c'est difficile, ce n'est pas très efficace. Il faut des enquêtes qui sont compliquées. Et de plus, il y a des personnes qui ne sont pas soupçonnées. En ce qui concerne les capacités de précision, par exemple l'accès aux appareils mobiles, on voit qu'il y a une révolution similaire aussi. On peut mener à bien des opérations beaucoup plus efficaces en termes de renseignement, quels que soient les objectifs. Donc, voilà
Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne les capacités offensives. Alors jusqu'à aujourd'hui, personne n'a péri ou n'a été blessé en raison de ces armes. Et si on essayait de le faire, ce serait des méthodes peu fiables. Mais le coût est important. Et ce que je dirais, c'est que la plupart de mes confrères partagent mon avis. Donc voilà ce que je voulais dire. Il y a deux choses que vous disiez qui m'ont interpellée. L'aspect sur le fait que cette affaire juridique qui a fait précédent en Allemagne, un patient a dû être transporté à l'hôpital, plus loin parce que l'hôpital faisait l'objet d'une attaque contre rançon. Donc l'impact, les liens entre ce qui s'est passé dans le monde réel et ce qui s'est passé dans le monde cyber, eh bien la frontière devient plus poreuse. Alors l'autre aspect que je retiens, c'est que j'ai beaucoup apprécié la manière dont vous expliquez que peut-être que les opérations cyber étaient moins dangereuses que les vraies opérations, mais finalement, ces recherches doivent rester privées parce que dès que les vulnérabilités, les failles sont révélées, les produits n'ont plus de valeur. Mais les logiciels vulnérables sont tous une menace. Par conséquent, il faut divulguer ces failles. En tout cas, c'est mon opinion, c'est la manière dont je le vois. Je suis très d'accord avec ce que vous dites. Les services dont nous parlons ne sont pas que des failles, bien sûr, mais il y a beaucoup qui ont des failles. Et il y a des bonnes informations qui peuvent aider des défenseurs. D'un côté, on a une conférence avec des entreprises qui essayent de vendre des services pour protéger les gens, vendre des logiciels ou protéger contre l'utilisation de logiciels. Et bien sûr, c'est un problème qui implique de nombreux acteurs. Il y a beaucoup de codes qui ne sont pas sûrs et qui ont un impact sur notre quotidien. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'en ce qui concerne les capacités de renseignement et la sécurité, l'un des défis vient du fait que nous n'incluons pas les utilisations de sécurité nationale et les clients de sécurité nationale. D'entrée de jeu, le débat se focalisait sur les droits humains. Et, beaucoup ont été victimes de régimes abusifs, de régimes autoritaires, dont les activités ont nui de nombreux domaines de la cybersécurité. Nous pourrions aider d'autres États dans ce domaine. Et ce que j'ai essayé de dire dans le rapport de mars, c'est de ne pas mettre une étiquette de bon ou mauvais, mais dans l'Occident, nous pouvons influencer le marché et la prolifération de ces technologies, et c'est quelque chose de très pertinent. C'est très difficile de dire que le gouvernement français, britannique, américain ne veulent pas comprendre quels sont les intérêts de ces technologies. Donc il faut défendre cela, dire que nous devons façonner le marché plutôt que de le limiter ou de le bloquer. Et c'est un aspect primordial. En ce qui concerne la question du nouveau Far West numérique, eh bien, je pense que je ne suis pas tout à fait d'accord, mais il y a encore beaucoup de pain sur la planche pour façonner le marché.
Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce n'est pas que je suis en désaccord avec le terme de Far West. On emprunte toujours des concepts d'autres domaines et ce n'est pas toujours très précis. Mais lorsque j'ai préparé cette table ronde et qu'on m'a demandé si le droit international pouvait agir dans ce domaine et ce qu'il pouvait faire, j'ai dit qu'il fallait arrêter de blâmer le droit international. Le droit international est créé par des États, il est appliqué par des États, donc la volonté politique d'agir dans ce domaine est vraiment absente. Il y a quelques années, nous avons eu des débats à l'échelle de l'ONU sur ce sujet, mais ces débats ont été très limités. Et ce que nous avons vu au cours des 2 dernières années, lors des négociations de l'ONU sur l'éthique dans le contexte de la sécurité internationale, c'est que les États n'ont pas parlé des capacités. Donc il y a eu des actions, des débats en ce qui concerne les acteurs non étatiques, mais pas en ce qui concerne la capacité des États. C'est facile à dire lorsque l'on est dans une table ronde sur la recherche ou au niveau gouvernemental. On peut essayer de tout faire, mais les États ont leurs propres responsabilités et on ne peut pas remédier à ce problème, même si on le peut, et ça, je n'en suis même pas sûre. Si les États ne sont pas capables de limiter leurs propres capacités ou au moins de mettre en place des règles pour limiter les conséquences néfastes associées à leurs intérêts légitimes. C'est aussi un sujet que nous avons eu tout à l'heure. Comment faire qu'une attaque soit affiliée? Comment blâmer un acteur ou un État? C'est toujours un problème. Je suppose que l'État n'est pas toujours impliqué. Vous avez travaillé là-dessus récemment. Et nous disions que parfois il était difficile de faire le lien entre une attaque et un pays, comme ça a été le cas avec Pegasus. Ce que j'essaye de dire, c'est comment est-ce que vous feriez pour demander à des États d'être comptables? Comment pourrait-on confronter des États avec un cadre juridique? J'espère avoir été claire. Bien. Une question importante est liée à la coordination internationale. Les États ont des obligations. Et ils ont consenti à coopérer dans certains domaines. Ce que l'on voit lorsque l'on étudie les accords qui ont été réalisés au niveau de l'ONU, par exemple, on voit que sur la coopération internationale, il est très difficile d'identifier des vrais domaines de coopération. Et si on n'avance pas sur ce sujet, eh bien, il sera impossible de remédier à ce problème. Mais la coopération se fait aussi entre des acteurs étatiques et non étatiques. Donc il faut de nouveaux mécanismes. Et je dirais qu'il faudrait restaurer la confiance entre tous les acteurs qui sont impliqués. Parce qu'une fois encore, tout le monde est impliqué. Et je pense que on a un exemple éloquent de quelqu'un qui ne fait pas partie, qui n'est pas dans le camp des acteurs étatiques, mais qui participe au processus. Et il faut que ce soit encouragé, même au niveau interétatique. On voit souvent que les lois aident et portent préjudice parfois, notamment lorsqu'on essaie de coopérer au niveau international. Et c'est le cas sur Internet, notamment avec les domaines qui peuvent venir d'Irlande, mais qui ont un impact aux États-Unis.
Donc, il faut que les organismes d'application du droit travaillent ensemble. En ce qui concerne l'échange des données, aussi, notamment les données entre les parties, on nous demande souvent de soumettre toutes les adresses IP néerlandaises ou françaises. Et là, ce que je peux dire, c'est que non, ou je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il faille le faire non plus, ou que l'on puisse être en mesure de définir tous les attributs des adresses IP. Donc on a beaucoup de travail à faire encore, et il est très difficile de coopérer internationalement en raison de certaines lois. Il faut le dire, il faut en tenir compte, et ça ne se passera pas du jour au lendemain. Alors, je ne vous vois pas, donc je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. Merci. Donc, évidemment, il y a plusieurs façons où des mesures de politique sont mises en place pour, en ce qui concerne les révélations responsables. Par exemple, une organisation civile qui est en Israël a identifié des logiciels vulnérables dans les différentes entreprises Israël, et il les contacte en tant qu'agence gouvernementale et en disant voilà le problème que vous avez, voilà les réparations, les fixes que vous devriez faire, et peu leur importe. Et après un certain temps, ces vulnérabilités sont exploitées. Et à ce moment-là, le public en est au courant. Donc il y a beaucoup de vulnérabilités qui demandent beaucoup d'efforts pour les révéler. Mais une fois que j'aurais dit ça, je voudrais revenir à la distinction entre les capacités opérationnelles et les vulnérabilités. Pour avoir du sens, il faudrait développer des capacités opérationnelles qui entrent dans ce réseau, et on sait que c'est une histoire de semaines, donc pour réfléchir. La vulnérabilité est importante, mais ce n'est pas un composant essentiel pour atteindre des choses qui aient du sens, surtout pour les entreprises qui veulent se protéger. Donc ce sont deux choses très différentes. On a la résilience des sociétés en général par rapport aux vulnérabilités ouvertes, et voir combien il en existe dans différents réseaux. Et c'est un débat séparé de voir les activités sous-traitées qui sont parfois disponibles pour un certain nombre d'entreprises dans des contextes un peu moins réglementés. Ça, c'est une inquiétude parce que même les entreprises qui n'ont pas leur propre capacité vont pouvoir sous-traiter cela à des criminels qui travaillent à partir d'un territoire protégé, on va dire, d'un point de vue juridique. Donc on en vient aux attaques d'État et des communications sur Pegasus qui créent les vulnérabilités et ne les utilisent pas. Et Trey, tu voudrais répondre?
C'est difficile de dire qu'ils sont en train de construire un outil et ils ne savent pas en fait ce qui va utiliser. On sait très bien ici, on sait très bien combien de contacts on doit avoir avec un client avant de faire une vente. Donc c'est un marché qui est assez opaque. Donc l'intensité de ces connexions est fait à voir avec les capacités. Et deuxième, d'un point de vue technique, ce ne sont pas des systèmes simples. Ils ont un ensemble de cadrans et de paramètres. Et pour pouvoir régler ça, paramétrer tout ça, je pense que les clients reviennent vers le développeur et demandent comment ça fonctionne, puisque les développeurs ont trouvé que ce sont des systèmes euh, très rentables sur une longue période, même la formation des clients pour utiliser ces outils. Donc, pas forcément dans un marché, il y a certains vont également se mettre aux côtés des clients pour utiliser ces outils. Donc, c'est vraiment ce qui lie les gens. Et il faut passer au-delà des discussions de vulnérabilité de là-dedans, c'est le capital humain, c'est les gens, l'échange en temps réel qui unit ce marché. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à croire que des gens qui disent qu'ils ont construit et maintenant ils le laissent vivre sa vie. Donc oui, je suis assez d'accord avec ça, puisque quand on a été repris par certains, on a un peu eu peur qu'ils lisent nos recherches, on a trouvé des vulnérabilités et maintenant ces vulnérabilités sont utilisées pour des attaques. Et ce qu'on a découvert, c'est que on a un chevauchement. Ce qu'on a trouvé, c'est également des vulnérabilités et d'autres qu'ils ont également utilisées. Et en outre, ce n'est pas qu'un épisode de l'agence touriste où on prend un autoradio pour le transformer en bombe. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je pense qu'on a eu vraiment une vision interne unique en travaillant avec KCA pour voir comment il fonctionne, hein. Et il y a eu beaucoup d'efforts mis pour passer de ces deux vulnérabilités à un scénario d'attaque où on insère des choses dans une base de données, faire du reverse engineering pour voir comment, à un tel point que même si l'entreprise gérait 50 autres entreprises, l'entreprise qui avait 2 machines ont payé moins que les entreprises qui avaient 50 000 machines. Donc, ils comptaient et ils lisaient la base de données en disant combien de victimes est-ce que j'ai fait, et c'est ça qui indiquait le prix. Mais en fait, ils ont un service support. Si ça marche pour les criminels, ce marché ne va pas être très différent pour les agences de police, les services de police, sauf qu'ils ne paient pas pour avoir leur propre récupérer leurs propres données, mais paient pour avoir d'autres données. C'est les mêmes services pour l'essentiel. Donc, nous avons 15 minutes qui nous restent. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je vois qu'il y a une question. Je ne sais pas qui doit donner le micro. Alors, merci de votre intervention. Et j'ai une question. J'ai l'impression que on n'est pas très satisfait sur les mercenaires et les marchands d'armes, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et vous avez parlé de différentes choses qui peuvent se passer et vont se développer. Je ne sais pas si on peut parler de dizaines d'années, mais quelles sont les différentes choses qui peuvent changer? On a changé, c'est les règles d'engagement des États, et quels sont les autres aspects et quels sont les impacts que vous pouvez prévoir de ces changements, je dirais, sur 10 ans, mettons. Question facile.
Well, it's hard to predict. Alors, c'est difficile de prévoir ce qui va se passer, je dois dire. Ce que je vois et ce qu'on a suivi depuis quelques années, c'est que je dirais, sur la dernière année, il y a eu une augmentation de la pression sur les États pour gérer et faciliter la révélation de vulnérabilité. Et on a vu des accords, un consensus là-dessus. Donc ça peut être peut-être, on peut prévoir une amélioration plus que bienvenue dans ce domaine. Et je pense que les États sont de plus en plus conscients du fait qu'ils ont leurs propres responsabilités dans ce domaine. Et si, au point de vue, si je parle du niveau diplomatique, je dirais que les choses peuvent changer dans l'avenir proche. On a eu 2 groupes d'États qui ont créé des choses aux Nations Unies pour... on a vu que le contenu était impacté par cette concurrence entre ces pays. Et il n'y en a plus qu'un seul qui va commencer en décembre. Donc, je pense que ça va changer la règle du jeu aux Nations Unies. Il ne faut pas attendre de trop, c'est toujours des discussions diplomatiques, mais je pense que ça peut vraiment faire la différence. Et il y a des projets et des propositions sur un programme d'action qui peuvent vraiment aider sur transcender les capacités pour gérer les opérations cyber, la révélation de vulnérabilité et ce genre de thème. C'est une toute petite question facile à répondre. Je veux dire 2 choses. Si vous êtes intéressé, c'est la contre-prolifération et l'accès au marché. C'est le nom du rapport et vous pouvez trouver sur notre site web. Et je pense qu'il y a une opportunité pour les États de traiter ça comme une capacité menacée, une capacité de l'État qui est menacée. Donc, ce qui veut dire que leur acquisition et utilisation et la mauvaise utilisation vont être régulées comme d'autres technologies de défense et de surveillance. Donc, ce n'est pas déraisonnable pour les États, par exemple la France ou les États-Unis, d'approcher leurs alliés et leurs partenaires et de conditionner la vente d'autres outils de défense sur l'application de certaines règles. Par exemple, sur les Émirats arabes unis, sur des infractions par les Émirats arabes unis, ils pourront jouer sur les relations entre différents États pour influer là-dessus. Ce qui est clé, c'est les clients, c'est le comportement des clients. Et donc, je pense que sur ces relations d'intelligence ou de relations commerciales, je pense que c'est comme ça qu'on va avoir une des meilleurs comportements des États. Je pense que c'est comme ça qu'on va le faire. Donc, je pense que si on va avoir une assistance de la façon dont on le fait, par exemple, quand on vend d'autres technologies de défense, là, on a vraiment un ensemble d'instruments pour les États qu'ils ont aujourd'hui, qui n'ont pas besoin d'autres politiques ou d'autres lois à développer. Donc, ça, c'est un angle d'attaque. L'autre, c'est ce qu'on commence à voir, c'est que des entreprises privées qui prennent leurs recherches, qui font déjà ces États et qui les révèlent. Donc, également, on a eu des poursuites. Ça a été vraiment un point de pivot dans ces technologies. Les entreprises ont des entreprises qui sont des capacités de recherche pour identifier comment leurs services ont été compromis. Ils ont les ressources pour avoir un état et un procès très compliqué. Alors, est-ce qu'il y a la même volonté de le faire chez tout le monde? Mais ça, on peut en discuter, mais le genre de révélation qu'on a vu sur Facebook et Google, qui discutent ces technologies, et dans certains cas, leurs clients, même le fournisseur original, c'est un changement très positif dans ce domaine. Et les États ils peuvent coopérer dans ces... et les révélations légales peuvent soutenir des
poursuites des États et je pense qu'on va avoir beaucoup de poursuites dans ce domaine. Je pense qu'il y a autre chose qui peut également montrer un changement positif, c'est qu'on parle de la partie émergée de l'iceberg. Pour ces armes, si je peux me permettre cette analogie, mais la plupart des vols sont faits avec des instruments vraiment de base. D'un point de vue de défense, en gros, les clients sont vraiment... c'est des vulnérabilités qui sont connues, qui ont été patchées, mais qui n'ont pas été faites. On est en septembre, il y a encore des milliers de serveurs qui ont toujours cette vulnérabilité depuis le début de l'année. Donc, c'est bien de parler qu'est-ce qu'on fait contre les attaques de haut niveau, mais la plupart des gens ne s'aperçoivent pas qu'ils achètent des millions de dollars de vulnérabilité parce que tout simplement en installant le logiciel. Donc, je pense que si excusez-moi, si chaque individu, entreprise qui met un système sur Internet, en fait, a besoin de s'assurer qu'il soit au moins patché sur ce qui est connu. Et ensuite, le débat sur ce qu'on ne sait pas, ensuite, va avoir la bonne l'attention, parce que là, c'est un peu dilué dans ce qu'on sait déjà. We have time for one more question. On peut prendre une autre question. Allez-y. Vous avez plaidé pour un cadre pour protéger les entreprises des failles. Et je voulais savoir si vous aviez identifié des modalités pour l'usage pour le piratage de ce type de cadre. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce cadre pourrait être utilisé par des pirates. Ils pourraient utiliser ce cadre réglementaire à des fins illicites. Eh bien, lorsqu'on veut faire quelque chose d'illégal, est-ce qu'on se soucie du cadre, vraiment? Il se pourrait que ce cadre soit utilisé, notamment en ce qui concerne la divulgation des vulnérabilités, en fonction des mesures, des clauses. Ça pourrait être plus compliqué et on pourrait prétendre que ce que l'on a fait était légal dans le cadre de la loi, tout en essayant d'utiliser ces vulnérabilités à mauvais escient. Autre problème en ce qui concerne la cybercriminalité et la législation sur ce sujet, il s'agit du transfert de l'obtention et du développement d'outils qui pourraient être utilisés pour mener à bien des cyberattaques. Souvent, il y a des exemptions de recherche sécuritaire, mais il peut être difficile de prouver que l'on est un chercheur, que ce que l'on fait a été pour à des fins de recherche. Par exemple, en ce qui concerne la législation française, il y a le cas Wumper de 2009. Et ce qu'a dit le tribunal, c'est que Wumper savait ce qu'il faisait parce que cet acteur était au courant. Donc la publication de vulnérabilité dans ce cas-là était comme le fait de transférer des informations gratuitement et donc un outil pour mener à bien des cyberattaques. Toute cette législation pour le développement de programmes susceptibles d'être utilisés à des fins de cyberattaque, c'est quelque chose de très ambigu. On n'a pas beaucoup de transparence sur le sujet, mais lorsque j'en parle avec mes étudiants, et notamment avec ceux qui travaillent dans l'informatique et la sécurité,
Mes étudiants se soucient beaucoup de cette question. Ils se demandent ce qu'il va advenir d'eux s'ils font ci ou ça. Donc ça pourrait être un exemple de législation susceptible d'être ambiguë et une législation qui pourrait être utilisée par les pirates. Oui, je le reconnais aussi. À chaque fois que l'on mène des études, c'est un sujet, c'est un débat. C'est le cas aussi notamment lors des divulgations d'informations. À chaque fois que l'on fait de la recherche sur Internet et que l'on étudie les limites de la loi, du droit, ou qu'on ignore certaines limites du droit, il faut se demander si ce que l'on fait aide et si l'on commet des dommages ou si l'on nuit à des personnes. Parce que si oui, il se pourrait qu'on soit arrêté. Finalement, c'est du bon sens. Par exemple, entrer par effraction et vendre la maison de son voisin, c'est quelque chose que l'on ne devrait pas faire, c'est du bon sens. Donc un cadre et une éducation pour expliquer quelles sont les limites de ce que l'on peut faire, pour comprendre quelles sont les limites acceptables. Il faut comprendre que ce n'est pas du droit, c'est une question d'éducation, de sensibilisation. Ainsi, nous voulons veiller à ce que les jeunes pirates, et non pas les jeunes cybercriminels, parce qu'il faut utiliser les bons termes, il faut faire en sorte que ces jeunes pirates et ces jeunes chercheurs soient dans la bonne direction pour qu'ils sachent ce qu'ils peuvent faire ou non et pour qu'ils puissent devenir des citoyens responsables. Je voudrais rebondir sur ce que Franck disait. On ne peut pas légiférer pour remédier à ce problème. Et on va toujours agacer la population en essayant de réglementer. Il y aura toujours des gens qui essaieront de repousser les limites. Mais si on veut tirer parti de ces législations, il faut comprendre qu'il y a un prix à payer. Lorsqu'on parle de divulgation des failles, dans certains cas, ce ne sont pas des individus, ce sont des grandes entreprises. Et les États-Unis ont mis en exergue un véritable problème dans ce domaine, c'est que l'on se fie aussi au bien fondé des acteurs qui doivent respecter les limites. Et parmi les acteurs de la communauté américaine, certains s'en inquiètent parce que certaines entreprises chinoises ont été impliquées, les informations ont été divulguées là où elles ne devaient pas l'être. Des accusations ont été faites contre certaines entreprises russes aussi. Je ne suis pas sûre qu'il n'y a que ces deux pays qui soient impliqués. Et donc, il faut une coordination, c'est une question de cadre juridique, mais aussi de bien fondé. Et tout ça n'est pas facile, ça c'est sûr. Alors nous en venons à la fin de notre table ronde, donc merci à tous nos participants, nos intervenants. Et je vous souhaite une bonne conférence, un bon forum. À la prochaine.